Bonjour tout le monde, voilà, alors j'espère que ça marche. Vous savez que je suis toujours un petit peu pris avec les questions techniques pour savoir si je suis capable de diffuser en direct. Merci de me dire si vous êtes connectés, si vous nous rejoignez, juste les premiers. Merci de me faire un petit coucou, histoire de savoir si effectivement ça fonctionne. Ça va me rassurer, ça va me permettre de savoir si je parle pas dans le vide tout seul pendant 1 heure face à mon téléphone. Donc, merci de me laisser savoir. C'est toujours un exercice. Ah, merci. Bonjour Gaillac. Bonjour Corinne. Euh, c'est toujours un exercice un petit peu compliqué de parler tout seul devant un téléphone. Là, ça a comme pas vraiment pas vraiment d'allure. Mais en tout cas, je sais que vous êtes pas loin et que finalement, on finit par arriver à se rencontrer puis à échanger là-dessus. Euh, Bon, ben super, merci pour la confirmation du son et de l'image. Bonjour tout le monde, bonjour Amélie, Nelly, Karine, super, merci. Merci d'être là. Émilie, bonjour. La formule un petit peu que j'avais adoptée au printemps et qu'on pourrait continuer un petit peu maintenant, c'est que je vais un peu parler, un peu dire ce que j'avais à vous dire sur un petit peu cette période. Salut Tom. Sur cette période un petit peu bizarre là, qui est notre septembre, fin août, début septembre. Et, euh, et puis ensuite, ben, évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer au fur et à mesure. Essayez de faire des questions, si vous avez des questions courtes, sinon il faut que je tripote le téléphone pour voir toute la question au complet. Euh, mais c'est ça, je voulais venir un petit peu vous parler de cette période que traditionnellement, qu'on aille à l'école ou pas, est comme une période de rentrée parce que en fait tout sent la rentrée mais évidemment quand on n'est pas concerné par l'école, ça nous touche moins évidemment, mais par contre quand nos enfants, bon, leurs amis qui rentrent à l'école, des choses comme ça, on est quand même touché. Et puis en plus là on est un peu affecté par toutes ces histoires de Covid et tout ça, de masques et tout ça. Et puis, je rentrerai pas là-dedans parce que c'est un sujet casse-gueule, un peu la meilleure façon de se faire des ennemis. Et puis c'était pas mon intention d'aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que ça a poussé plein de monde euh, vers ce phénomène, ce mouvement de l'école à la maison, hein, qu'on appelle. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'aime pas le mot école à la maison parce que on dirait qu'on reproduit le système scolaire, le format scolaire sur la table de notre cuisine. Et que finalement, dans la journée, on va avoir des horaires d'un programme, des récréations, etc., etc. Ça me rappelle, pour anecdote, un enfant qui disait à mon fils Eikem, il disait, toi, tu préfères l'école ou l'école à la maison? Et Eikem dit, ah non, moi je préfère vraiment l'école à la maison. Il dit, ah non, mais c'est nul parce qu'il n'y a pas de récréation. Et bon, voilà, c'est un peu, c'est un petit peu, bon voilà, on est tous affectés, c'est pas qu'on se définit tous par rapport à l'école, mais on a souvent été tous à l'école et on a été imprégnés ah, salut Jérôme, bonjour la famille des voyageurs et bonjour nouveau bébé. euh, euh, alors oui, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de familles qui se tournent vers voilà ce qu'on appelle l'école à la maison. Et là, j'ai pas beaucoup de certitude évidemment en éducation. Hein. Je vous rappelle la phrase de Laborie qui disait si vous croisez quelqu'un qui vous dit qu'il sait comment éduquer les enfants, je vous conseille de ne pas lui confier les vôtres. Bon ben on est dans cette logique là. Il y a quand même quelques erreurs classiques évidemment qu'on connaît bien et qui sont naturelles en fait. C'est pour ça que finalement tout le monde plus ou moins tombe là-dedans parce que ce sont des erreurs classiques et naturelles. Et c'est vraiment là-dessus que dans un premier temps, c'est vraiment là-dessus que je voulais intervenir. Euh, Parce que on se rend malheureux. Voilà, hein, j'ai fait une petite vidéo, courte vidéo, il y a quelques jours là pour bonjour tout le monde, pour expliquer un petit peu tout ça. C'est que
Nous, vous savez, bon, on était à l'école et puis là, on s'est pas rendu compte que dans la formule qui nous a été proposée, en fait imposée, tout simplement, on nous a dit voilà, tu vas être dans telle classe avec tel copain, tel machin, tu vas t'asseoir là, alors voilà ton emploi du temps, etc., etc. On s'est pas rendu compte. Bonjour Isabelle, bonjour Léa, Nathalie, ouais, bonjour tout le monde. Euh, on ne s'est pas rendu compte qu'on nous imposait en fait un modèle d'enseignement. C'est vraiment ça qui est... Parce que c'est pas les enfants qui ont inventé l'école, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc, ce sont les enseignants qui se sont emparés du projet scolaire et qui ont mis en place en fait tout un dispositif qui était là pour répondre aux questions d'enseignement, c'est-à-dire oh Karine, bonjour bonjour et euh, et et alors voilà, les profs avaient des problématiques qui sont légitimes. On les a mis devant un groupe, une classe, et évidemment on leur a dit bon ben voilà, il faut faire des cours, il faut leur apprendre à lire, à écrire. Alors ils ont inventé un dispositif qui était bien pratique pour eux évidemment. On va mettre tous les enfants qui vont être tournés vers le tableau. Quand je vais parler, ben, ils vont m'écouter. Quand je vais vérifier qu'ils m'ont bien écouté, je vais faire des évaluations, je vais les noter, je vais leur mettre des commentaires, etc. Et tout ce dispositif d'enseignement nous a paru finalement normal. Et on a enregistré dans nos têtes euh, que finalement l'apprentissage dépendait de l'enseignement. Et on est tous passés par là, quoi. Alors quand on se lance dans l'école à la maison, finalement, on se dit, ben, ce que je vais faire, le plus naturellement du monde, c'est que je vais reproduire le dispositif d'enseignement dans le cadre de ma cuisine, ou bon, voilà, etc. Euh, alors, c'est pas si simple que ça. Je vais expliquer pourquoi. Je vais vous prendre mon exemple. Quand j'ai commencé moi, à faire de l'éducation à l'environnement, j'amenais les enfants dans la nature. Tu sais. Et évidemment, je ne savais pas faire ça. C'était les premières années. Alors, j'avais dit à ceux qui étaient là avant moi, mais comment on fait? Ils dit bon, ben, tu vas voir, c'est simple. On a des fiches. Alors ça, les profs savent faire ça, se cacher. Les profs débutants, évidemment, ouais, les anciens, ils ont fini avec ça, mais se cacher derrière les fiches. Tu vois, alors tu es là. Et tu te dis, euh, te dis bon ben voilà, on va se promener, on va faire, tu t'arrêtes devant le champ ou le grand arbre truc ou je sais pas quoi, et là tu dis voilà, alors voici ce que j'ai à vous dire, asseyez-vous, écoutez-moi bien, non, tu t'assois pas sur le tronc d'arbre, tu t'assois par terre comme les autres, etc., etc. Et on reproduit un dispositif d'enseignement. Là, on récite sa fiche, le professeur, tu sais, c'était des classes vertes, hein, des classes de découverte. Alors le professeur il nous regardait faire le prof, en fait, aussi bête que ça. Lui, il n'était pas choqué parce que c'est ça qu'il faisait dans sa classe. Les élèves n'étaient pas choqués non plus parce qu'ils avaient l'habitude de voir un adulte qui parle. Bon, ils écoutaient plus ou moins. Et puis, bon, moi, j'avais l'impression d'avoir fait mon boulot parce que j'avais récité mon cours finalement, quoi. Puis on revenait et puis, bon, je me rendais compte que, bof, quoi. C'était les enfants, voilà, quoi. Ils avaient pas tripé plus que ça, quoi. Ils avaient écouté, ils avaient fait leurs trucs, ils avaient fait leurs bons élèves, bon, pourquoi pas. Petit à petit, j'ai commencé à me dire que peut-être que je pourrais leur laisser un petit peu de temps pour jouer et que je n'étais pas obligé de lire juste mes fiches comme ça, quoi. Alors du coup, après mes fiches, alors je dis bon, mais si vous voulez, maintenant on a un petit 15 minutes, si vous voulez vous amuser, allons-y quoi. Et là, je me rendais compte qu'ils allaient fouiller dans le ruisseau, qu'ils soulevaient des cailloux, et qu'ils faisaient plein de choses quoi. Alors petit à petit, j'ai commencé à faire moins de fiches et j'ai commencé à leur laisser beaucoup plus de temps. J'emmenais du matériel, j'emmenais des loupes, j'emmenais des boîtes, j'emmenais tout ça, mais ça a fini qu'au bout de quelques temps, j'avais plus de fiches du tout quoi. Et donc, on partait dans la nature et je me faisais même un devoir de ne pas orienter la découverte des enfants en leur disant ben regardez, euh, on va se balader, mais je ne sais pas vraiment où on va, on verra en fonction. Etc. Alors, les enfants étaient là, mais non, mais
il voulait absolument me mettre dans le rôle du prof. Il voulait absolument que je fasse le prof au chant, en fait. Et genre, il me disait, mais on va faire quoi? Ben, j'en sais rien. Mais on va où? Ben, je sais pas trop. Mais, etc., etc., etc. Et donc, si vous voulez, les enfants, au bout d'un moment, ont compris que s'ils voulaient passer une bonne après-midi, il fallait pas qu'ils comptent sur moi, quoi. Qu'il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. Alors, de temps en temps, évidemment, je m'arrêtais devant un buisson de mûres, puis je mangeais des mûres. Je disais, ah, mais ça se mange, ça? C'était souvent des petits de la ville, alors évidemment, ils ne connaissaient pas ça. Je dis, ben oui, mais enfin, moi, je sais ce que je mange. Toi, tu peux suivre, mais je ne sais pas si tu sais vraiment, toi, ce que tu vas manger. Il faut savoir, il faut quand même apprendre à les reconnaître. Et puis, etc., etc. Donc, je créais, enfin, je créais pas du tout, mais je laissais s'exprimer tout le potentiel d'un environnement qui est un environnement propice à l'apprentissage. On est dans la nature, il y a un ruisseau, il y a des insectes, il y a des cailloux, il y a des petits fruits, il y avait un lavoir aussi, je me rappelle, bon, il y avait toutes sortes de choses. Et j'avais juste à laisser les enfants finalement découvrir par eux-mêmes tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient sous les yeux, sous la main, etc. Et j'avais finalement à ne pas faire grand-chose, quoi. Alors, tout processus d'enseignement que je mettais en place dans ce contexte-là était tout simplement un processus qui empêchait l'apprentissage, vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce temps que je mettais à baliser l'enseignement, enfin à organiser leur apprentissage, c'était du temps perdu sur des apprentissages réels et des apprentissages authentiques en fait. L'apprentissage par les mains, l'apprentissage par les odeurs, par le toucher, par la vue, etc. Donc plutôt que de me regarder moi en train de réciter un cours, les enfants préféraient, et je les comprends, préféraient évidemment découvrir par eux-mêmes et bon, organiser eux-mêmes leurs apprentissages et leurs connaissances. Alors, quand on revenait après, donc sur le centre où on était hébergé, etc., on allait simplement, on s'asseyait quelque part, puis on se disait, bon voilà, ben, finalement, moi je vous ai donné aucune consigne là pendant 2 heures dans la forêt, mais vous avez fait quoi? Parce que j'ai pas vu tout le monde. Et là, les enfants m'ont raconté, ah ben on a découvert ça, on a vu ça, là il y a lui qui a trouvé ça, il y a un machin qui a écrasé une fourmi, il y a lui il a trouvé un homard alors que bon c'était plutôt une écrevisse parce que c'était une rivière en France, etc., etc. Mais bref, on se retrouvait avec une liste incroyable de choses que les enfants avaient vues, avaient pas forcément compris, mais en tout cas dont ils se souviendraient longtemps parce qu'effectivement on trouvait une écrevisse dans la rivière, etc. Ça avait fait, ça avait fait l'événement. Alors, j'ai bien compris là la différence qu'il pouvait y avoir entre enseignement et apprentissage. Voilà, ça c'est quelque chose que si vous vous lancez dans l'aventure d'une éducation sans école, il va bien falloir que vous compreniez aussi. Prenez le temps qu'il vous faudra, lisez toutes les fiches, suivez les cahiers de maths, les cahiers de français que vous voulez, mais à un moment donné, il va bien falloir que vous compreniez que ce n'est pas l'enseignement qui crée de l'apprentissage, mais bien au contraire, le fait de laisser en fait les enfants se promener dans des espaces de connaissances et des espaces dans lesquels il est possible d'apprendre qui va créer l'apprentissage. Donc vous, au lieu d'être des créateurs de fiches d'enseignement, devenez des créateurs d'environnement d'apprentissage. Voilà. Moi, je continue avec mes enfants à la maison, je laisse traîner. Vous savez, j'ai fait une bibliothèque. On vient de déménager, c'est une nouvelle maison, c'est pas le même décor que d'habitude. Mais par exemple, là, j'ai fait une bibliothèque dans les toilettes. Alors dedans, dans les toilettes, il y a autant des Garfield, des Picsou, mais il y a aussi du Henri David Thoreau, du Platon, je crois que j'ai même mis la Bible, ou en tout cas, il y a plein de livres. Voilà, moi c'est ma stratégie éducative, je laisse traîner, quoi. Voilà, je laisse traîner les choses, j'affiche au mur, je mets des posters, je mets un poster du système solaire, voilà. Et puis, et je dis rien. Eh ben, écoutez, pendant qu'on mange, voilà, les enfants regardent les posters, regardent ça. Je mets des fiches, des fois où il y a des énigmes. Alors, pendant qu'on a, ben eux, ils regardent, ils essayent de résoudre les énigmes, etc. Et donc, finalement, ils y vont s'ils veulent. Quand ils vont aux toilettes, ils prennent un livre s'ils veulent, ils prennent le livre qu'ils veulent. Mais, au moins, cette méthode-là ne les contraint pas. Ils apprennent quand ils veulent, comme ils veulent, à la mesure de leur curiosité.
Et puis moi, ça m'arrive, et des fois, je prends un livre, au bout de 2-3 lignes ou 2-3 pages, je me dis, bon, finalement, j'ai pas envie de lire ça, je suis pas prêt, c'est pas le moment. Bon, et ben voilà. Et en respectant ça, et ben les apprentissages ont lieu, les apprentissages se font, en fait, tout simplement, sans qu'il y ait de coercition. Alors, si vous vous lancez dans la grande aventure pirate, si vous vous lancez dans la grande aventure de ce qu'on appelle l'école à la maison, eh bien, voilà, le meilleur conseil que j'aurais à vous donner serait de ne pas jouer le prof. Parce qu'en plus, le professeur, c'est un métier. Hein. Les gens, ils ont étudié les dynamiques de groupe, les bons, etc., etc. Puis nous, souvent, ben, on n'est pas prof. Alors, si vous voulez, on va jouer à un jeu qu'on ne connaît pas, avec des enfants qui, eux, ben, finalement, hey, bonjour Marine, dis donc, c'est bien, on est nombreux, c'est bien, puis on a des gens informés, on a des gens, c'est bien, c'est bien. Voilà, donc si vous vous lancez là-dedans, voilà, rapidement, je vous dis pas de jamais faire de cahier ni rien, mais rapidement, essayez de dégager des espaces d'apprentissage plutôt que d'écrire des fiches d'enseignement, quoi. Voilà, vraiment ça. Alors, vous avez le droit, hein, vous avez le droit d'être insécure. Vous avez le droit de vous dire, oui, mais moi, je sais pas faire, je suis pas prof, et comment je vais lui apprendre ça? Et vous avez le droit d'aller chercher des méthodes, et en mathématiques, par exemple, nous, on a utilisé la méthode des frères Lyon, là, Lion, ça, c'est des anglophones, qui est magique, parce que justement, on n'apprend pas les mathématiques, et c'est ça qui est fabuleux dans cette méthode, mais on comprend les mathématiques. Donc ça, vraiment, ça change la vie, quoi. Donc, on a le droit d'aller chercher des ressources, mais il ne faut pas faire les choses à l'envers. Créer la curiosité, offrez l'environnement dans lequel on va se poser les questions, et ensuite, on ira chercher les ressources pour répondre à ces questions. Effectivement, vous n'êtes pas géologue forcément, vous n'êtes pas je ne sais pas quoi, ou vous n'êtes pas astronome, ou vous n'êtes pas... Mais ça, c'est pas très grave, parce que les ressources, on est dans quand même des univers où ça se trouve assez facilement. Si vous voulez chercher des réponses, j'ai raconté quelques fois déjà que, par exemple, mon fils m'avait demandé comment on sait ce qu'il y a au centre de la Terre. Il m'avait dit, je sais ce qu'il y a au centre de la Terre, mais je ne sais pas comment on l'a su, quoi. Bon, ben, on a appelé une émission de radio scientifique, enfin une émission scientifique à Radio-Canada, et qui nous ont trouvé le spécialiste qui a répondu à la question. Donc moi, j'avais aucune idée de la réponse, évidemment, hein, mais le spécialiste nous a expliqué tout ça, et puis maintenant, les enfants savent comment on a su. Et je vous dirais que c'est pareil pour l'histoire. Vous savez, l'histoire, en ce moment-là, il y a un grand débat, pareil, je ne rentrerai pas dans ces débats-là parce que c'est un peu trop casse-gueule, mais on déboulonne des statues, on renomme des romans, on renomme, etc. Et on change des noms de rues, bon, voilà. Ça prouve une chose, c'est que notre rapport à l'histoire, il est mouvant. Notre rapport à notre propre histoire, à notre enfance, hein, vous connaissez, il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Et notre rôle, notre rapport à l'histoire est mouvant. On a mis quelqu'un comme un héros pendant des années, puis finalement on l'a mis comme un salaud pendant des années, puis finalement il revient comme un héros, et on a des gens qui ont eu des vies chargées, des vies complexes. Si on prend Jules Ferry par exemple, qui est le père de l'école gratuite, laïque en France, c'est aussi un colonialiste forcené, etc. Alors, si vous voulez, les gens sont divers, complexes. Alors quand vous enseignez l'histoire, essayez de ne pas vous dire aujourd'hui on va enseigner l'histoire et donc on va apprendre des dates et on va apprendre des événements. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je veux que tu retiennes. Et ça, vous comprenez que c'est une erreur parce que ce que l'enfant, même s'il apprend par cœur et même s'il le retient, il se peut que d'ici quelques années, ce que vous aviez compris comme étant l'histoire, finalement, soit complètement contredit, en fait. Tout simplement parce que soit il y aura de nouvelles découvertes, soit parce que la mode sera passée. Écoutez, je vais vous prendre un exemple, tant pis, je me lance dans un exemple, ça va être casse-gueule, évidemment, puis il y a peut-être des gens spécialistes de l'histoire qui ne seront pas d'accord avec moi, mais voilà. Si on prend, par exemple, la Seconde Guerre mondiale en France,
à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de patrons et tout ça avaient collaboré avec les Allemands, ce qui fait que c'est la gauche qui était au pouvoir, qui a créé la sécurité sociale, etc. Et donc pendant des années, tout le monde était convaincu que c'était bien les Russes qui avaient libéré l'Europe, en fait. Ce qui est pas faux, hein, ce qui est faux. En très grande partie, l'armée nazie s'était cassé la gueule sur les Russes, bien plus que l'arrivée des Américains et des Canadiens. On a aussi occulté le fait qu'il y avait beaucoup d'Autochtones, beaucoup de Noirs et tout ça là-dedans, mais ça c'est encore autre chose. C'est le 6 juin 44, hein, je ne l'invente pas, donc c'était quasiment presque à la fin. Les Russes étaient là depuis bien longtemps déjà enfin, à se battre avec les Allemands, etc. Donc finalement, en gros, les Russes nous ont libérés des Allemands, les Américains nous ont libérés des Russes, De Gaulle nous a libérés des Américains. Vous voyez, donc, mais pendant très longtemps, les Français ont voté communiste, etc. Tout simplement parce que ils avaient cette conscience que c'était les Russes qui avaient fait le boulot, par exemple. Et puis finalement, Hollywood, les États-Unis ont fait un gros travail d'information pour dire que finalement c'est les Américains qui avaient fait le boulot. Et donc finalement aujourd'hui tout le monde est convaincu que ceux qui ont libéré l'Europe c'est les Américains, vous voyez. Alors que finalement il y a dans les années 45, les années 50, au moment où c'était le plus frais, eh bien tout le monde pensait que c'était les Russes, vous voyez. Donc voilà, je fais des trucs à grands traits là parce que je ne veux pas rentrer dans un cours d'histoire, mais vous comprenez que s'informer sur comment se construit le rapport à l'histoire est beaucoup plus passionnant, beaucoup plus pertinent que apprendre des dates par cœur. Vous voyez, ça n'a vraiment, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc j'en parlais beaucoup dans la formation des pirates de l'éducation. Je passe plusieurs matières en revue comme ça, l'histoire, la géographie, les sciences, les langues, les mathématiques, le français, etc. Je passe plusieurs matières comme ça qui peuvent s'apprendre, mais à travers un vécu, à travers une visite, à travers des questions, à travers un travail d'enquête, à travers un travail journalistique, et non pas à travers des fiches qu'il faut apprendre par cœur et faire apprendre par cœur à nos enfants, finalement se perdrait dans une connaissance qui serait figée, alors que ce soit la connaissance scientifique ou la connaissance historique, c'est jamais figé. Oui, l'épistémologie, j'emploie pas les gros mots. Merci Delphine. Effectivement, j'essaye de pas employer de gros mots, mais effectivement, on appelle ça l'épistémologie critique même. C'est-à-dire, on peut même interroger la façon dont le savoir se construit, et puis on peut interroger l'histoire du savoir, enfin bon, etc., etc. Alors, suivant l'âge de vos enfants, vous pouvez aller plus ou moins loin. Mais, par exemple, tout enfant, peu importe, bon, même un jeune enfant, va très bien comprendre que le 6 et le 9, si on le voit vous voyez, d'un côté ou de l'autre, eh ben, il va être le 6 ou il va être le 9, et on va être, on va peut-être se disputer ou peut-être se battre pour savoir si c'est le 6 ou le 9, alors qu'il suffisait finalement de changer le point de vue. Voilà. Donc c'est pour ça que ce rôle de professeur qui enseigne et qui assène en fait, et qui assigne en fait, et qui assigne de la connaissance, qui assigne à un horaire, qui assigne à une chaise, qui assigne à un programme, eh bien c'est pas la meilleure chose à faire. Y compris si vous voulez que vos enfants soient des libres penseurs, qui soient des penseurs intelligents, qui soient... oui. Ça y est, j'ai dit que je ne disais pas des gros mots, Nelly, mais oui, la métacognition, évidemment, la connaissance de la connaissance, etc. Mais c'est pareil pour les expériences, hein. Vous partez camper, c'est la même chose. Vous savez, on n'apprend pas de l'expérience, on apprend de l'expérience dont on apprend. D'accord? C'est-à-dire que si vous vous jetez du 10e étage, ben, c'est une expérience, mais vous n'apprendrez pas grand-chose parce que finalement, arrivé en bas, eh bien voilà, c'est fini. Mais par contre, si vous faites une expérience et qu'après vous faites un retour d'expérience et que vous apprenez de l'expérience en vous demandant comment vous avez appris, etc., alors là, effectivement, là d'un coup ça devient quelque chose qui s'ancre dans la mémoire, qui s'ancre dans les têtes et dans les cœurs aussi, parce qu'il y a de l'émotion hein, dans la connaissance. Il y a une émotion, il y a une tempête un peu d'émotion quand on comprend quelque chose. On a tous vécu ça, hein, quand vous vous dites « Ah oui, d'accord, il y a une énigme ou un tour de magie ». Et là d'un coup, paf, vous comprenez quoi. Et là, écoutez,
c'est un enthousiasme, en fait, c'est quasiment jouissif, là, c'est vraiment, ah ça y est, j'ai compris, quoi. Et des fois, vous regardez un film, il y a une intrigue, on ne sait pas, puis là, d'un coup, paf, oui, ça y est, je viens de mettre le doigt dessus, puis là, ça y est, tout s'éclaire, quoi. Bon, effectivement, vécu plus émotion, c'est de la mémoire parce que quand c'est strictement intellectuel, c'est de l'information. Et l'information, ça rentre pas dans les cellules, quoi. Voilà, c'est l'émotion et c'est le vécu corporel aussi qui crée les apprentissages. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous ne pourrez aucun cours, peu importe la qualité de vos qualités éducatives ou vos qualités pédagogiques, aucun cours ne pourra jamais remplacer l'expérience, l'émotion, le voyage, le toucher, l'apprentissage, la répétition des gestes, etc., etc. Alors, n'enfermez pas vos enfants dans des salles de classe, même si c'est votre pièce de la cuisine. Voilà, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, pouvez vous réfugier, comme je vous dis, derrière quelques fiches au départ, mais il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Voilà, c'est ça le... Excusez-moi, Alors là, moi, je suis tout à fait disposé à répondre à des questions, à des commentaires, si vous en avez. Je vous le dis, là, on est un peu à mi-parcours là, de ce live-là. Pour les gens qui souhaitent suivre la formation de Pirates de l'éducation, je vous propose pendant ce live et pour le mois à venir, en fait, une promotion, parce que je sais que ça a été dur, là, les temps, il y a eu plein de gens qui ont manqué d'emploi, tout ça. Donc on a créé une promotion. Donc, si vous voulez vous inscrire, à un moment donné, il y a écrit est-ce que vous avez un code promotionnel. Si vous tapez Pirate, P-I-R-A-T-E-S, en majuscule, je pense que ça marche en minuscule, mais plutôt en majuscule, eh bien, vous avez un 50 € de moins. Alors, pour les gens qui sont adhérents à l'AQED aussi, l'AQED, c'est l'Association québécoise d'éducation à domicile. Donc, les Québécois qui sont adhérents à l'AQED, quand vous vous inscrivez à la formation, en fait, on vous rembourse votre adhésion à l'AQED. Il y a un équivalent qui rembourse l'adhésion à laquelle ça vous fait une année gratuite à laquelle. Donc, vous voyez, donc moi j'essaye, vous savez, moi j'ai jamais vécu avec beaucoup d'argent, je sais exactement ce que c'est, voilà, donc j'essaye toujours de rendre le plus accessible possible toutes ces choses-là parce que c'est, ben voilà, parce que j'ai cette sensibilité-là. Mais pour revenir sur le fond bon, de ce qu'on disait. Moi, je suis prêt à répondre à vos questions. Sinon, si vous me laissez parler, je parle. Hein, c'est ça c'est ça le problème. Moi, je suis bavard sur ces questions-là. Si on prend, écoutez, on est actuellement dans une période, écoutez, d'incertitude scientifique. Si on prend la question du Covid, la question du masque, la question de tout ça, regardez, en fait, c'est pas moi qui vais vous dire voilà la solution, voilà la réponse. Attends, on me pose des questions. Est-ce qu'on peut avoir le crédit AQED si on est déjà inscrit à la formation Ah oui, alors je ne sais pas si ça marche dans ce sens-là. Je pense qu'il faut d'abord être inscrit à l'AQED, puis ensuite... ouais. Alors, ah oui, alors je vais revenir sur vos questions. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est quand même un sujet d'enquête, cette histoire de Covid, de masques, de chiffres, de statistiques et tout ça. Regardez, là, on a un projet, là, on a un terrain d'aventure de la connaissance qui est assez magnifique. Et donc, moi, mes enfants, je leur dis pas, voilà la réalité, parce que je la connais pas forcément plus que les autres. Mais par contre, voilà, on peut enquêter sur cette réalité. Voilà. Alors, attendez, je vais essayer de prendre les questions. Il y a des questions qui ont émergé. Je vais essayer de les prendre sans essayer de. Ah oui, l'apprentissage de la grammaire. Mais ça, l'apprentissage de la grammaire, Maryse, c'est une technicalité, la grammaire. C'est-à-dire que c'est en écrivant qu'on apprend à écrire. L'autre jour, mon fils, il me dit, ah papa, je pense que j'ai fait une faute. Je dis, bon, déjà, c'est pas une faute, c'est pas religieux, c'est une erreur. Ceci dit, moi, vous savez, je vais avoir bientôt 50 ans, j'ai écrit une quinzaine de livres, je travaille avec des experts de la langue, parce que dans les maisons d'édition, il y a des experts de la langue. Et donc, j'ai passé des heures et des heures à discuter sur la façon d'écrire tel mot, tel truc, telle tournure de phrase, etc. Et je fais encore plein de fautes. Alors, si votre fils de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans fait des fautes, écoutez,
Laissez-lui le temps. Donc ça, c'est des technicalités. Plus vous écrivez, plus vous apprenez à écrire. Donc ça, c'est pas... pour la question de la motivation, Nelly, écoute, c'est parce que la motivation, elle est toujours en rapport. La motivation, ça vient de l'intérieur. Hein. L'apprentissage est quelque chose d'intime. Donc on ne peut pas insuffler de la motivation. Moi, comme je dis, je laisse traîner. On fait une sortie, on va au musée. Puis des fois, ils se passionnent pour ce qu'on voit. Des fois, c'est pas le cas. On va au marché, on va, etc., etc. Et la motivation, c'est quelque chose de très, très intime. On peut pas jouer vraiment. On peut proposer, mais on peut pas vraiment jouer sur la motivation. Voilà. On propose. On offre des environnements. Et après, c'est eux qui s'en emparent ou pas. Hein. Comment je vois l'avenir de mes enfants? Amélie me demande, y penses-tu qu'au jour le jour? Ah, mais oui, en fait, c'est très précisément parce que je pense à l'avenir de mes enfants que je veux absolument pas les enfermer dans des cours, en fait. C'est ça, c'est parce que si je peux faire un petit clin d'œil à Ken Robinson, vous savez, on a perdu cette semaine Ken Robinson, qui est quand même un des grands penseurs de ce monde-là, d'éducation sans école, etc. Ben, Ken Robinson a fait des conférences sur la créativité. C'est ça qui va nous sauver. C'est la créativité. C'est l'art d'être soi-même. C'est l'art d'être soi-même au monde avec des valeurs, avec toutes sortes de choses qui nous permettent. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je ne sais pas non seulement la vie que vous allez avoir, mais je n'ai aucune idée du monde dans lequel vous allez vivre. Alors, par contre, je sais qu'à un moment donné, il va falloir manger. Si vous voulez apprendre à cuisiner, à mon avis, c'est pas mal, tu vois. Je sais qu'il va falloir aménager votre espace, il va falloir communiquer, il va falloir parler de vos émotions. Alors tout ça, quand je fais tout ça avec mes enfants, j'ai vraiment l'impression de les préparer pour l'avenir. Après, leur apprendre c'est quoi l'OMC ou je sais pas quoi. D'ici, vous savez, moi, quand j'étais à l'école, on m'a appris le mur de Berlin et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça, ça change. Ça, c'est pas grave. Mais apprendre à lire des statistiques, ça, c'est important. Apprendre à aménager son espace, à communiquer, à jardiner, à bricoler, à fabriquer nos meubles, ça, par contre, je pense que c'est très important. Donc, c'est vraiment, je pense à l'avenir de mes enfants et je pense mieux les armer en leur donnant mens sana in corpore sano, hein, un esprit sain dans un corps sain. Ah oui, on me parle des examens, oui, mais comme il y a en Belgique, effectivement, ben là, on peut donner le change, hein, on peut faire le minimum syndical parce que, bon, les enfants peuvent comprendre que c'est dans ce cadre qu'il y a une contrainte dans ce cadre-là. Mais bon, ben voilà, comme quand moi je dois faire le changement d'huile dans ma voiture, quoi. Hein, c'est-à-dire que je roule avec, c'est cool. Mais enfin, si je veux continuer à rouler avec, des fois, ben ouais, faut que je fasse ce changement d'huile. J'avoue que c'est pas le fun, là, je veux dire, mais voilà, je me prête au jeu parce que c'est ça qui me permet de continuer à rouler avec. Donc c'est souvent ça hein, qu'on arrive. Et peut-être des fois, ils arrivent à trouver du plaisir là-dedans. Hein. Comment peut-on affranchir le programme d'un pays comme la France qui est de plus en plus discriminant? Ah ben, on triche, c'est pour ça qu'on est des pirates. Hein. C'est-à-dire, Delphine, on est des pirates parce que on fait croire, on peut très bien, comment dire, avoir un vocabulaire qui correspond à ce que l'inspecteur voudrait entendre et ce genre de choses. Mais c'est juste un paravent qui nous permet de faire ce qu'on veut par après, quoi. Voilà, donc on se cache derrière ce paravent. Vous voulez des mots scolaires, vous voulez des mots scientifiques, vous voulez des mots qui correspondent. En gros, vous voulez des mots que vous êtes capable de comprendre. C'est des cocheurs de cases, hein, souvent les gens. Donc, je vous ramène, je vous ramène au livre de Graeber, Bullshit Jobs. Les gars, c'est des cocheurs de cases, hein, d'accord? Donc, ce qu'ils font, c'est qu'il faut qu'ils puissent cocher leurs cases. Donc, bon, on va leur donner matière à cocher leurs cases. Mais après, derrière, on fait ce qu'on veut. Donc, oui, on peut s'inventer un vocabulaire. Mais bon. Ah oui, le fichier sur la moitié. Mais je vous dis, attention. Hein, comment dire? Il y a quelqu'un qui disait l'autre jour avec pour moi une certaine malice et une certaine justesse, si par exemple l'école était obligatoire à partir de 1 an, il y a des gens qui développeraient tout un tas de méthodes pour apprendre à marcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ferait des cours aux enfants pour qu'ils apprennent à marcher. Alors que vous voyez que quand on leur fout la paix, finalement, ils marchent tout seuls. Bon, alors...
Vous voyez, la motivation, c'est la même chose. Quand on leur fout la paix, un enfant qui aime s'ennuyer, un enfant qui aime rien faire, un enfant qui préfère rien faire de sa journée, oui, une journée, 2 journées, 3 journées. Mais après, c'est pas vrai que ça va durer. Donc, il va lui-même se trouver ses propres trucs. Donc, il n'y a pas besoin, comment dire, d'insuffler ou d'inoculer de la motivation. Vous voyez, il faut tout simplement euh, laisser place à ce que cette motivation puisse se vivre. Voilà, c'est vraiment ça, hein, le secret. Ah oui, et comment faire quand on est monoparental et le seul salaire? Eh bien oui. Alors ça c'est des... Vous savez que... Oula, pardon, excusez, j'ai comme appuyé sur le mauvais bouton. Zut, qu'est-ce que j'ai fait pas. Ah, excusez, ah, voilà. Donc, excusez, je commence à appuyer sur le mauvais bouton en essayant de lire les questions. Moi, j'ai été seul avec mes enfants, faire l'éducation sans école et tout ça pendant longtemps. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut s'inventer la vie qui va avec. Et il faut voir que le temps libère énormément de possibilités qui permettent de ne pas avoir besoin de forcément d'un gros salaire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque, comme je vous dis, nous on fabrique encore nos meubles, on fait notre jardin, on cuisine à la maison, etc. Alors, on s'invente une vie qui permet de... Mais ça c'est un sujet plus complexe, hein. Je le traite un peu en long, en large dans la formation. Mais disons que chacun doit s'inventer la vie qui va avec. Et c'est pas évident, ça prend un peu de temps, mais on finit par trouver. On peut partager ses passions, mettre des contacts avec des personnes passionnées. Mais oui, évidemment, évidemment, évidemment. Évidemment, un peu comme quand on est avec des autres adultes, hein, de quoi on parle, des séries qu'on a vues, du film, du livre qu'on a lu. Ah, ça c'est génial, je te le conseille, etc. Bon, ben, on peut faire ça avec nos enfants, où les enfants rencontrent des gens qui ont des passions à travers la vie, à travers le monde, et donc, du coup, ça les branche sur ces passions-là. Donc la motivation, elle naît de la participation à un environnement chargé de sens, à la vraie vie en fait. Voilà, c'est ça. Et plus il y a de diversité, et plus ça fonctionne. Qu'est-ce qui peut se passer si on se trompe de créativité? Qu'est-ce qui peut se passer si on se trompe de créativité? C'est-à-dire si on se trompe de créativité. Ah oui, c'est-à-dire que si on invente, si je comprends bien la question, Emma, c'est si on essaye quelque chose et puis que finalement ça marche pas quoi en fait. On n'a pas fait les bons choix, c'est ça. Eh bien on change, on s'excuse, on se dit, moi j'ai fait plein d'erreurs avec mes enfants. Tu sais. Je me suis excusé, je dis, voilà, je pensais qu'en faisant comme ça marcherait, mais en fait c'était casse-gueule. Je vous ai un peu emmerdé avec ça, vous vous êtes fait suer avec ça. Puis finalement, c'était pas terrible, quoi. Donc voilà, ben, on va changer, on va arrêter, voilà. Et puis voilà, et puis on apprend on apprend à être parent toute sa vie. Hein. Euh, euh, ouais. Voilà, je vois qu'il y a des. Ouais. Euh, Alors j'essaie. Oui, on parle des histoires de. En fait, ce qui se passe. Oh là, je vois beaucoup de dialogues entre vous. Excusez-moi, je ne peux pas répondre à tout. Ah, est-ce que ça marche? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est bon? Oui. Ouais. Voilà, ouf. Oui, il y a eu beaucoup de dialogues entre vous. Merci de s'en tenir un petit peu aux questions si c'est possible, parce que sinon, moi, ça me fait faire un énorme tri tout en parlant finalement tout seul dans ma pièce. C'est pas un exercice facile. Donc, merci bien de respecter cette petite consigne-là, d'y aller directement sur les questions. Est-ce que c'est bon? Tout le monde me voit? Est-ce que ça remarche? Je vois Nelly qui disait qu'il n'y avait plus de son, plus d'image. Euh, pour répondre à la question de l'inspection, si ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne toujours? Oui. Bah, merci.
Merci, merci. Pour répondre à la question de l'inspection, voilà, c'est pas très compliqué. Soit l'inspecteur qui vient là, soit l'inspecteur qui vient, ah merci, merci Émilie, merci Isabelle, c'est un cocheur de cases. En fait, votre enfant, il en a rien à faire et que si demain vous déménagez dans une autre région, eh ben, il va pas vous appeler pour vous demander merci, merci. Donc si ça remarche, c'est très bien. Il va pas vous demander comment va votre enfant, il va pas vous appeler toutes les semaines si vous changez de pays ou de région pour savoir comment il va votre enfant. La personne, c'est juste un cocheur de cases. Il est là pour cocher que finalement il a fait son inspection, que ça s'est bien passé et que si un jour il y a un problème avec votre enfant, c'était pas sa faute. En gros, hein, pour résumer. Soit, et ça, ils sont assez faciles finalement à déjouer parce qu'il suffit de leur permettre de cocher leur case. Voilà. Donc, voilà. Soit c'est un vrai passionné de pédagogie, d'éducation, etc., et qui s'intéresse pour vrai à votre expérience. Et à ce moment-là, on peut créer un dialogue et amener en fait la personne à dire, voilà, vous, je sais que dans les écoles, avec les contraintes que vous avez, vous fonctionnez comme ça, comme ça, comme ça. Mais regardez, nous, la façon dont on voit les choses et la façon dont on s'y prend, c'est de créer des environnements qui permettent ça, 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 ça. Et d'ailleurs, ça amener les enfants à faire ta, 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 ta. Voilà. Alors là, d'un coup, un vrai dialogue et un vrai intérêt peut se créer. Donc, soit c'est un cocheur de cases, et là, il suffit de l'aider à remplir sa mission qui est de cocher des cases. Soit c'est un vrai pédagogue, et là, eh bien, on peut entamer un vrai dialogue. Alors, c'est un peu là-dedans, et des fois c'est un peu entre les deux. Donc c'est un peu là-dedans que je vous encourage à aller, si vous voulez, un peu naviguer, essayer d'identifier à qui vous avez affaire. Et puis à partir de là, de répondre à ces questionnements. Si c'est des questionnements éducatifs, pédagogiques, eh bien répondez à leurs questionnements éducatifs et un vrai dialogue va pouvoir se construire. Montrer toute la diversité de vos approches, etc. Maintenant, si c'est un cocheur de cases et qui veut juste faire son inspection et rentrer chez lui en attendant la retraite, bon, eh bien, tout simplement, essayez d'avoir les 2, 3 petits trucs qu'il demande, là, vraiment de base. Et puis, en disant, voilà, si vous vous intéressez à notre vie, à notre pédagogie, à notre projet éducatif, à notre façon de voir les choses, à notre philosophie, eh bien, écoutez, pas de problème, on est prêt à y répondre. Si maintenant vous voulez juste remplir votre papier pour rentrer chez vous, on va pouvoir y répondre aussi. Hein. Voilà. Et oui, oui, après c'est sûr qu'il peut avoir des exigences bien, bien plus fortes. Vous savez, dans les sciences humaines, hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans les sciences humaines, que ce soit un médecin, un avocat, bon, que ce soit euh, euh, un travailleur social ou autre, il n'y a pas d'obligation de résultat. Vous comprenez, vous ne pouvez pas faire un procès à votre avocat parce qu'il a perdu, parce que vous n'avez pas gagné le procès, quoi. Donc, c'est ça, vous ne pouvez pas faire, si vous allez voir un psychologue et qu'au bout de 2 ans, ça ne va pas mieux, vous n'allez pas faire un procès au psychologue. Vous comprenez, on est dans des matières où il n'y a pas d'obligation de résultat. Voilà, c'est ça le truc. Donc, l'inspecteur ne peut pas avoir d'obligation de résultat envers vous non plus. Il ne peut pas exiger de vous que vous réussissiez 100% avec vos enfants dans le sens où eux, dans les écoles, de toute façon, ne réussissent pas à 100%. On voit les taux d'intimidation, de décrochage, de phobie scolaire et tout ce que vous voulez. Donc voilà, on peut les ramener à ces réalités-là. Mais là, il faut que déjà le dialogue ait eu lieu, quoi. Moi, je me pose la question si mes enfants veulent vivre avec l'argent, c'est notre mode actuel, si c'est là encore pour eux, ont-ils des outils? Écoutez, vos enfants vont faire 15 métiers dans leur vie, dont 12 qui n'existent pas encore, vous voyez. Donc, c'est pas forcément la peine de s'inquiéter trop avec ça, Amélie, parce que on ne sait pas de quoi. Regardez l'histoire du Covid et machin, etc. Il y a encore 6 mois, personne ne se posait ce genre de questions. Avec les histoires de changement climatique, on ne sait pas. N'ayons pas. Moi, j'ai passé les 30 premières années de ma vie sans Internet. Vous voyez ce que je veux dire, les gens qui m'ont éduqué, les gens qui étaient à l'école avec moi, que ce soit mes parents, mes grands-parents, les profs, etc., avaient aucune idée du monde numérique dans lequel nous vivrions aujourd'hui. Vous voyez, nous vivons aujourd'hui, en fait. Donc, vous voyez, on n'est pas, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas savoir. Ce que vous devez faire,
ce que vous pouvez faire, c'est préparer à la créativité, à la diversité, préparer au changement, préparer à l'adaptation. C'est avoir une lecture critique, une intelligence, une façon de s'adapter. Mais après, on ne sait pas le monde dans lequel les enfants vont vivre. Donc les histoires d'argent, oui, mais quelle place aura l'argent, de quelle façon regardez, il y a encore 20 ans, les diplômes, c'était hyper important. Aujourd'hui, l'expérience est un peu plus importante que le diplôme. Ça dépend des sociétés, ça dépend où on vit, évidemment. Hein, mais, euh, donc, voilà, on ne sait pas. Alors, n'ayons pas la prétention. Faites de votre mieux avec ce que vous pensez. Euh, Faites de votre mieux. Voilà, avec ce que vous croyez être de votre mieux pour l'instant. Hein. Delphine, tu écris éduquer au savoir-être. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette expression-là, parce que le savoir-être euh, est quelque chose de... on rentrerait dans des sujets un peu compliqués, mais disons que dans un emploi, ce qu'on doit faire, ce sont des tâches normalement. Hein. On doit, une infirmière de savoir faire une piqûre, de savoir faire une prise de sang, etc., etc. Quand elle est évaluée sur son savoir-être, on la piège dans des histoires de comportement. Et ça, vous voyez, c'est un sujet qui est un peu compliqué, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Mais disons que c'est éduqué à être... C'est Alexandre Astier qui a une vidéo là où il parle d'éducation, rappelle une phrase de Freud, et il dit, à l'adolescence se présente devant vous deux chemins, soit vous conformer et mourir, soit rester vous-même et devenir un héros. Et bien voilà, laissez à vos enfants la possibilité de devenir des héros. Voilà, des héros d'eux-mêmes, hein, des héros à leur sauce, à leur façon, qu'ils soient musiciens de rue, clown ou couturière ou couturier, ou laissez les enfants être des héros de leur propre vie, quoi. Voilà. Et ça prend du courage d'être un héros de sa propre vie. Ça prend du courage, ça prend de la confiance en soi. Alors tout ça, le courage, la confiance en soi, ça se crée pas à coup de leçons, de notations, de cours, etc. Voilà, ça se crée dans la liberté d'expérimenter, de toucher, de se tromper, de ne pas être comparé. Voilà, c'est dans tout ça que se crée la confiance en soi. Ça se crée aussi dans l'attachement, on a confiance en notre maison, puis au jardin, puis à la rue, puis à la ville, puis au pays, puis au monde, voilà. Donc, tout ça, ces explorations-là vont permettre de créer, vont offrir à l'enfant la possibilité de devenir des héros de leur propre vie. Et voilà, et de se faire assez confiance pour faire de la musique s'ils veulent en faire, écrire des chansons, écrire des livres, être des créateurs. Voilà, moi j'encourage toujours les gens à être dans la créativité plutôt que dans la productivité. Voilà, c'est ça. Produire, c'est un peu, je n'aurais pas à la portée de n'importe qui, mais disons que c'est ce qu'on fait quand on vend son temps, son cerveau et ses muscles à quelqu'un, quoi. Mais créer, c'est quand on est sur son X à soi, qu'on est au centre de soi-même, voilà, et qu'on est capable de se construire un avenir qui nous ressemble, de marcher dans la vie avec des chaussures qui nous vont bien, qui nous font pas mal aux pieds, quoi. Et ça, écoutez, il n'y a pas de plus beau cadeau à faire à vos enfants que de leur donner suffisamment confiance pour qu'ils aient envie de vous lâcher la main et qu'ils se créent une vie à la hauteur de leurs aspirations, quoi, voilà. Voilà, ben oui, Delphine qui dit la créativité crée les neurones, la productivité en flingue. Oui, c'est ça. Voilà, il faut arriver à se construire, voilà, ces univers, ces environnements dans lesquels on est libre et heureux ensemble. Je comprends que ça génère des inquiétudes. Écoutez, il y a il y a des gens
qui sont comme un peu autodidactes par nature et qui vont vouloir et qui vont pouvoir d'ailleurs se lancer comme ça. Il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Il y a des gens qui se sentent mieux avec un groupe, avec des gens qui les soutiennent, avec des gens qui les conseillent. Et je vois passer des gens très et puis rien contre ça. Hein. Il y a des gens qui font leur truc, qui font leur vie dans leur coin, qui vont aux champignons, qui ramassent leurs trucs, etc. Il y a des gens qui ont besoin de dire quand vous repeignez le mur, qu'est-ce que vous utilisez comme genre de pinceau, qui ont besoin d'être conseillés. Et bien pourquoi pas, hein, il y a, voilà, on a plusieurs modes de fonctionnement. Il y a des gens qui ont plus ou moins confiance en leur, comment dire, en leur boussole, leur instinct premier. Il y a des gens qui ont besoin de le vérifier, de le enfin, voilà, c'est ça. Bon, ben, c'est aussi pour ça que la formation là, des pirates de l'éducation existe. C'est pour accompagner les gens c'est pour ça qu'il y a un forum pour que les gens puissent échanger. Pour ça aussi qu'on a un groupe Facebook des pirates de l'éducation. C'est pour ça qu'il y a 10 heures de vidéo, un carnet de route là pour qu'on peut suivre scrupuleusement pour voir où on en est, vérifier nos réflexions, nos changements, etc. Alors, voilà, c'est cet accompagnement. Et il y a des gens, je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui peuvent ne pas en avoir besoin. Mais il y a des gens que ça rassure. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Et puis, l'idée, c'est pas d'être étudiant à vie. C'est pour ça la formation, elle est sur 7 semaines. L'idée, c'est pas d'être le premier de la classe des unschoolers. L'idée, c'est de se donner suffisamment d'élan, suffisamment d'appui, suffisamment de conseils pour pouvoir fonctionner tout seul par la suite, quoi. Voilà, c'est pour ça que la formation existe. Donc, il n'y a rien d'obligatoire, évidemment. C'est simplement que j'ai senti ce besoin-là de gens qui avaient vraiment, qui étaient perdus sinon tout seuls. Et voilà. Et donc l'idée, c'était un peu de les convoquer, de les aider à trouver eux-mêmes des réponses. Et vous allez voir que si la formation amène quelques réponses, elle amène surtout beaucoup de questions. Mais ces questions-là, quand vous avez réussi à les comprendre, à vous en imprégner et à amener des éléments de réponse, eh bien écoutez, voilà, c'est le début de votre Tao personnel, hein, c'est le début de vos pas de façon libre et autonome vers une éducation. Et cette liberté-là, c'est celle-là que vous allez pouvoir offrir à vos enfants, en fait. C'est ça. C'est parce que quand ils vous voient libre, quand ils vous voient autonome, quand ils vous voient... Merci. Merci Nelly. Mais c'est ça, c'est que quand ils vous voient fonctionner par vos passions, comprenez que c'est autre chose. Si vous les réveillez tous les matins à 6h30 pour leur dire ouais, il faut aller à l'école, vous dites ouais, j'ai pas envie, nanana. Bon, et que vous lui répondez, si la seule réponse que vous avez à lui offrir, c'est mais tu crois que ça me plaît, moi, d'aller travailler, de machin, tu crois que ça me plaît d'aller me faire suer avec des collègues dont je disais hier au repas qu'ils m'emmerdent, etc. Bon, ben évidemment. L'enfant imprime dans sa vie, ben, on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut, comme on peut, et que voilà, eh ben, il faut bien, même si c'est pas la vie dont on rêvait, et même si c'est pas la vie qu'on a choisie, etc., et ben, il faut la faire parce qu'on a notre croix à porter. Mais si, au contraire, vous dites, regarde, moi je me suis arrangé, on vit simplement, mais cette simplicité-là, elle nous rend créatifs, elle nous rend beaux, elle nous rend ouverts aux autres, elle nous rend... Alors, tu vois, toi, tu as un choix voilà, de vivre dans cet environnement. Tu as cet environnement-là pour que tu comprennes et que plus tard, là, tu n'as pas le choix, parce que forcément, c'est les parents souvent qui choisissent. Mais tu pourras comprendre plus tard que justement, tu peux faire ces choix-là, que ces choix-là sont accessibles, que... merci. Ah, salut Marianne. Voilà, que ça existe ce genre de vie. Nous, vous savez, on est des parents séparés. Hein, les gens qui me suivent depuis un bout le savent. Bon, mais quand ils sont la semaine avec moi et avec ma conjointe Carole, ils voient, ils se rendent compte que ben, moi j'ai tout mon temps avec eux parce que j'écris des livres, parce que quand je suis pas en tournée de conférence, ben, je suis à la maison, je cuisine, je fais mes trucs, et que ma conjointe, elle fait des boucles d'oreilles, qui est autochtone, elle fait des boucles d'oreilles qu'elle vend à travers le monde, vraiment, et donc, elle a des emplois, mais à lesquels elle travailler de la maison, sur les horaires qu'elle veut, etc. Et donc, ils se rendent compte que on n'est pas assigné à
à des horaires, etc. Et on n'est pas dépendant. Oui, il y a des moments, ben, c'est plus simple au niveau de l'argent. Il y a des moments, c'est plus compliqué. Mais c'est pas très grave. Vous voyez, on finit écoutez, par être heureux avec ça. Et puis, bon, oui, cette année, bon, ben, on partira un petit peu moins, mais sinon on va trouver d'autres façons de partir en vacances, de camper, etc., etc. Bon, voilà, on vit au gré de cette simplicité-là, mais ils savent que c'est possible. Voilà, ils savent qu'ils peuvent avoir la vie qu'ils veulent avoir. Et non pas, ben, qu'est-ce que tu veux, on est bien obligé, etc., etc., etc. Voilà, et merci Marianne. Mais voilà, ouvrez ces portes-là, ouvrez ces possibilités-là. Écoutez, ce sera une liberté à partager, un bonheur à partager. Et je peux pas vous proposer mieux. Voilà. Sauf que ça, évidemment, ben, il faut se sortir de cette vie industrielle qui est à la fois incarnée par l'entreprise le plus souvent et par l'école, hein, tout simplement. Voilà. Donc, quand on dit ah ben, votre enfant à l'école, ah, il est sage, hein, il obéit bien, non, il suit bien les consignes. C'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise. Vous voyez, souvent les profs disent ça aux parents croyant leur faire plaisir, mais vous voyez, c'est pas si simple que ça parce que il suit bien les consignes. Ça me rassure pas tant parce que c'est quoi les consignes? Tu vois, quelles étaient les consignes? Voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait un regard critique et qu'effectivement, si ça lui plaît, si c'est quelque chose qu'il trouve intéressant, etc., et que là il choisisse de le suivre, ben il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'il suit les consignes pour suivre les consignes? Ça me rassure pas très bien, quoi. Parce que vous savez, hein, tous les grands drames de l'histoire n'ont pas été créés par des gens qui désobéissaient, hein, ils ont été créés par des gens qui obéissaient. donc voilà, hein, les grandes tragédies collectives de l'histoire ont toutes été construites par des obéissants, hein, et non pas par des désobéissants. Hein, voilà. Donc, qu'un enfant obéisse n'a pas tendance à me rassurer en partant. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, on arrive au bout de notre déjà 1 heure de live. Ça passe vite, là, je ne sais pas, c'est pour vous. En tout cas, pour moi, c'est vraiment passé vite. Je vous rappelle le code de promotion pour la formation si... merci Lynn. Qui est pirate au pluriel et qui vous donne quand même un rabais substantiel là, sur la formation. Et puis bon, vous savez que je suis souvent disponible, les gens m'écrivent, je réponds tout le temps, hein, c'est mon côté poli. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi des commentaires. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. Je répète écoutez, mon message qui était vraiment merci, qui était vraiment voilà, si vous devez vous lancer dans l'école à la maison, ne faites pas l'erreur de faire l'école à la maison en exigeant de vous-même d'être un professeur et en exigeant de votre enfant qu'il soit un élève. Voilà, s'il vous plaît, ne tombez pas là-dedans. Merci pour vos commentaires, c'est vraiment c'est chaleureux, merci. Ça fait plaisir. Voilà, simplement, écoutez votre enfant, regardez comment il fonctionne. Est-ce que c'est un couche-tard? Est-ce que c'est un lève-tard? Ah, salut Jeanne. Est-ce que voilà, est-ce que votre enfant, est-ce que c'est ça qu'il aime? Est-ce qu'il fonctionne comme ça? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui aime toucher? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime lire, qui aime comprendre? Est-ce que c'est un sportif? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime les sports collectifs? Regardez votre enfant, apprenez à le connaître. Et puis, merci pour vos mots, hein, vraiment. Hein. Voilà. Apprenez à le connaître, allez-y avec lui, vous allez voir que la vie est beaucoup plus simple hein, dans ces cas-là. Voilà, c'est simplement, moi je cherche juste à ce que nos vies soient simples et heureuses parce que quand je le fais pour moi en fait.
Angie, on pourra, je vais le mettre en, ça va être enregistré. Donc voilà. Alors, quand je vous dis, quand je vous donne tous ces conseils, je le fais pour moi parce que moi j'aime rencontrer des gens libres et heureux plutôt que des gens étriqués, coincés, qui ont peur, etc. C'est les gens qui me font souvent le plus peur au monde. Donc euh, ah ben merci Jérôme, merci pour vos mots, merci Elodie. Voilà, donc le jour où on sera tous libres et heureux, ben écoutez, on rendra les autres encore plus libres et heureux. C'est ça que je nous souhaite. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, plus de masque non plus. Euh, à bientôt, on se donnera encore des rendez-vous comme ça me fait vraiment plaisir. Et Elodie, quelle thèse en doctorat serait utile en France pour servir notre cause? Il y a la mienne. Allez sur mon site, elle est gratuite, vous pouvez la télécharger. Mais en fait, ma thèse de doctorat et ma maîtrise, je les ai traduits pour les gens normaux, parce qu'il n'y a personne qui lit ça, dans mon livre Une éducation sans école. Donc c'est vraiment la même chose, mais réécrite phrase par phrase pour les gens normaux, parce que les thèses, bon, voilà quoi. Bon, eh bien écoutez, merci encore, merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous à bientôt. Merci aux amis, merci aux nouveaux, merci à ceux qui nous ont rejoints. Et puis voilà, et puis à très bientôt. Merci.